Alors, ce cours est une introduction aux multiples composantes de la régulation de l'immunité. C'est bien sûr une introduction, parce que c'est un sujet assez complexe. De nombreux facteurs sont impliqués dans la régulation. D'abord, l'antigène et le contexte. Ensuite, des facteurs individuels comme par exemple l'âge. Et enfin, des éléments de rétrocontrôle. Cela va permettre de réguler la réponse aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, et à la fois dans sa dimension temporelle et spatiale dans tous les tissus de l'organisme. Et cette régulation est essentielle à l'adaptation de la réponse à chaque agression. Que ce soit un virus, une bactérie, un parasite ou une tumeur, chaque agresseur présente des particularités qui le rendent plus ou moins sensible aux nombreux mécanismes effecteurs. Or, tous ne peuvent pas être développés en même temps. Donc, les éléments que je vais vous décrire résultent de nombreux travaux de recherche qui ont permis de mieux comprendre comment la réponse immune peut être protectrice ou néfaste. Cependant, il reste actuellement trop complexe pour être analysé au niveau de chaque individu en clinique, donc il s'agit seulement de données générales dans ce cours. Étudions d'abord la régulation quantitative, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui conduisent à l'amplification, puis à la décroissance d'une réponse immune spécifique en réponse à l'antigène. On a bien sûr le principe simple du fonctionnement clonal du répertoire, ce qui fait que le nombre de lymphocytes répondeurs augmente au cours de l'exposition, puis diminue lorsqu'il n'y a plus de stimulation antigénique. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque le phénomène de mémoire immune aboutit à maintenir une petite proportion de lymphocytes mémoire, et que donc chaque nouvelle réponse aura une cinétique différente de la réponse précédente. Les deux exemples sur ces schémas vous montrent que ces cinétiques peuvent être différentes selon que l'on a affaire à une infection aiguë ou à une infection chronique. Alors on se pose souvent la question de la durée maximale de la mémoire immune, mais il est difficile d'y répondre parce que la cinétique dépend à la fois de la biodisponibilité de l'antigène, mais aussi parce qu'il y a des réactions croisées qui peuvent intervenir et des facteurs externes comme l'état de santé. Abordons pour réfléchir le rôle des anticorps dans cette régulation. Bien sûr, ils contribuent à éliminer l'agent agresseur grâce à leur fonction, et en plus, en fixant l'antigène, ils le rendent moins disponible pour que d'autres lymphocytes y répondent. Des études récentes ont même montré que la glycosylation des anticorps varie au cours de la réponse et que ça modifie la demi-vie des complexes et donc leur rôle de régulation. Alors, on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Si on y réfléchit bien, on comprend que chaque idiotype est une structure nouvelle dans l'organisme et qu'elle peut se comporter comme un antigène nouveau qui va donner lieu à la production d'anticorps anti-idiotypiques contre le domaine variable. Il se forme donc des boucles de régulation, aussi bien entre l'antigène et l'anticorps qu'entre l'anticorps et des anti-anticorps. Et c'est ce qu'on appelle le réseau idiotypique. Alors ce principe, au début théorique, a conduit en fait à des progrès importants dans la compréhension du système immunitaire et dans la prise en charge des maladies graves. La figure à droite vous montre un deuxième concept intéressant qui est celui d'image interne. Si l'anticorps anti-idiotypique est dirigé contre le paratope de l'anticorps, eh bien en fait il présente une structure analogue à l'épitope de départ. Donc ça a permis aux immunochimistes des développements passionnants, comme de transformer un épitope non protéique en son équivalent protéique, c'est ce qu'on appelle l'image interne, ou de créer de nouveaux médicaments antiviraux qui ont la même conformation que les paratopes impliqués dans la neutralisation. Enfin, ajoutons un détail utile, le concept d'anticorps naturel. Même en l'absence de toute stimulation par un antigène, on s'aperçoit qu'il existe un taux basal d'anticorps qu'on appelle anticorps naturels. Par exemple, nous possédons des anticorps contre les groupes sanguins
même avant d'avoir reçu une transfusion. Il s'agit essentiellement d'anticorps produits par réaction croisée avec d'autres antigènes, en particulier au contact du microbiote, et ensuite régulés par le réseau idiotypique qui s'y rajoute. Il s'agit aussi parfois d'anticorps produits au cours d'un épisode de stimulation lymphocytaire tout azimut par un superantigène. Donc ces anticorps naturels interviennent dans la régulation globale par homéostasie et peuvent aussi permettre une réponse spécifique immédiate, plus rapide que s'il avait fallu qu'elle se développe de novo. Alors, d'autre côté, la régulation qualitative, c'est l'ensemble des mécanismes qui conduisent à favoriser ou à inhiber chaque composante de la réponse immune. Par exemple, quel sera l'isotype produit au cours de la réponse secondaire ou quelle sera l'activité cytotoxique, plutôt NK ou plutôt phagocytaire, etc. Donc nous avons vu précédemment le principe de la coopération entre les lymphocytes B et T. La coopération est en effet un des principaux mécanismes de régulation qualitative qui va s'appuyer sur des sous-populations lymphocytaires différenciées qui produisent des profils de cytokines différents. Vous voyez sur la figure deux cas possibles. En haut, si le lymphocyte B coopère avec un lymphocyte T de profil TH1, la principale classe d'immunoglobuline produite sera des IgG2. Le profil cytokinique TH1 se caractérise par la production en même temps par le lymphocyte T d'interleukine 2, d'interféron gamma et d'autres cytokines comme le TNF. Il y a de grosses variations là-dessus. En bas, si le lymphocyte B coopère avec un lymphocyte T qui s'est différencié dans un profil TH2, la principale classe d'immunoglobuline produite sera des IgG1. Et le profil TH2 se caractérise par la production en même temps d'interleukines 4, 5 et 10. Donc, des clones T peuvent être spécifiques d'un même épitope, mais induire une réponse qualitativement différente selon leur état de différenciation, s'ils étaient TH1 ou TH2. Et bien sûr, en plus de ce schéma relativement simple, des éléments propres à chaque environnement tissulaire et à la prédifférenciation du lymphocyte B va contribuer. Par exemple, le niveau d'inflammation. Donc c'est en comprenant tous ces mécanismes qu'on revient à la dichotomie qui est fondamentale depuis plus d'un siècle entre l'immunité humorale et cellulaire. Donc même si les réponses purement humorales ou purement cellulaires sont rares et qu'il y a en général des combinaisons, il n'en reste pas moins vrai qu'il existe un ensemble de mécanismes qui dépendent des anticorps et un ensemble de mécanismes qui n'en ont quasiment pas besoin. Et que l'orientation vers une voie ou une autre dépend principalement des profils de cytokines produits par les lymphocytes T. Donc, ces profils de cytokines correspondent à des sous-populations fonctionnelles des lymphocytes. C'est particulièrement caractérisé pour les lymphocytes CD4 avec des profils de cytokines assez typiques. Donc on distingue classiquement, comme je vous l'ai déjà montré, des TH1 qui favorisent l'immunité cellulaire et des TH2 qui favorisent l'immunité humorale. Plus récemment, on a identifié d'autres sous-populations comme les TH17 qui sont impliquées dans l'inflammation et les Treg qui ont un rôle plutôt inhibiteur. Donc ces sous-populations vont se constituer à partir des lymphocytes naïfs au fur et à mesure de la différenciation progressive pendant la réponse à l'antigène. Et ensuite, une fois différenciés, ils produiront un profil de cytokine stable et qui peut les déterminer. Alors récemment, on a pu aussi associer à l'expression de certains CD, donc des récepteurs membranaires, à ces sous-populations et montrer aussi qu'il existe un principe similaire de sous-population fonctionnelle chez les CD8. Alors le schéma
pardon pour la flèche qui est arrivée trop tôt, illustre le principe général de l'évolution du lymphocyte T depuis le stade naïf TH0 jusqu'au stade fonctionnel, selon le contexte dans lequel il reconnaît l'antigène, et en particulier le rôle important joué par les cytokines de l'environnement tissulaire et surtout celles produites par la cellule présentatrice d'antigènes. Attention, je rappelle que de nombreuses cellules peuvent être CPA en exprimant le CMH de classe 2, que ce soit des cellules dendritiques, divers phagocytes ou des lymphocytes B. Donc ce schéma simplificateur va illustrer sur la base de CPA de type 1 ou de type 2 sans que cela corresponde à un phénotype précis de cellules présentatrices. Donc d'abord, le TH0 n'a pas de profil de cytokine particulier. Il produit et il est surtout sensible à l'interleukine 2. À droite, vous voyez comment il va se différencier en TH2 et favoriser l'immunité humorale. Dans ce cas, la CPA produit de l'interleukine 10 qui augmentera nettement la probabilité de devenir TH2. Ensuite, ce TH2 va produire des interleukines 4 et 5 qui provoquent, selon leurs ratios respectifs, la production de différentes classes d'immunoglobulines G et l'activation aussi d'IgE et d'IgA et l'activation des mastocytes et des éosinophiles. À gauche, vous voyez comment il va se différencier en TH1 et dans ce cas-là surtout favoriser l'immunité cellulaire. Donc par exemple, si la CPA produit de l'interleukine 12, cela augmentera nettement la probabilité de devenir TH1. Ensuite, le TH1 produira de l'interféron gamma qui active surtout les macrophages et les lymphocytes cytotoxiques, ainsi que la production d'IgG2 qui est globalement inhibitrice de l'activité des granulocytes. Donc chaque voie s'auto-entretient du fait de l'activité autocrine des cytokines et d'un effet inhibiteur sur l'autre voie, principalement selon le rapport entre l'interféron gamma et l'IL-10. Alors l'orientation se fait en fonction de ce produisent les CPA, qui est elle-même influencée par de nombreux facteurs, selon que le contexte tissulaire est plus ou moins inflammatoire, selon l'état de différenciation de cette cellule présentatrice, etc. Enfin, elle est favorisée par l'efficacité puisque la guérison va réduire l'inflammation qui est antagoniste avec ce processus de différenciation. Donc la guérison va encore plus influencer l'obtention d'un profil TH1 ou TH2. Et donc l'efficacité encore nettement supérieure en cas de réexposition. Donc vous avez vu un cas de principe de coopération cellulaire simple entre paires de cellules, mais vous pouvez imaginer qu'il existe des coopérations cellulaires plus complexes qui peuvent impliquer 3 et même plus de cellules en même temps. C'est ce qu'on appelle des cross-présentations. Donc sur le schéma, vous voyez comment une cellule dendritique peut interagir en même temps avec un lymphocyte CD4 et un lymphocyte CD8, puisqu'elle a les deux CMH. Et que, bien sûr, les deux lymphocytes peuvent ensuite interférer l'un sur l'autre en fonction des cytokines qu'ils produisent. Donc, bien sûr, ces notions sont trop complexes pour être développées dans un module vétérinaire, mais elles débouchent sur des progrès thérapeutiques majeurs en comprenant mieux ce qui freine ou ce qui active la réponse immune, en particulier ce qui peut bloquer l'activité cytotoxique contre des cellules tumorales. Revenons à des notions plus simples. En plus des mécanismes de base, on a vu plusieurs fois la notion de contexte et par exemple le lieu de la réponse immune. Donc les réponses classiques vis-à-vis des antigènes résultent des interactions au sein des organes lymphoïdes secondaires. Mais ce n'est pas toujours le cas. En particulier, dans les tissus muqueux ou cutanés, on a souvent des réponses locales avec peu ou pas de réponse générale, car les interactions entre lymphocytes et cellules présentatrices se feront au sein du tissu et ne vont pas forcément remonter jusqu'aux organes lymphoïdes secondaires. De ce fait, on a longtemps sous-estimé les réponses parce qu'il n'y en a pas forcément une trace au niveau sanguin.
Et puis il existe des mécanismes propres aux muqueuses, qui s'expliquent par des facteurs d'adhésion et des ligands caractéristiques de ces tissus, qui vont moduler la mobilité des cellules et leur activité. Enfin, certains tissus produisent des cytokines immunomodulatrices qui vont occasionner des réponses atypiques, et c'est par exemple le cas dans le cerveau ou dans le foie. Donc ce schéma vous montre comment on peut imaginer une compartimentation de l'immunité. On a d'abord les organes lymphoïdes primaires, et à droite, vous voyez le compartiment systémique qui correspond surtout au sang, au système musculo-squelettique et un peu à part à la peau. À gauche, vous voyez le compartiment muqueux, les intestins, les poumons, etc., etc. Et dans chacun de ces deux compartiments, des organes lymphoïdes qui leur sont propres. Alors, chacun de ces compartiments fonctionne pour une grande part en autonomie, et les passages de cellules d'un territoire à l'autre sont régulés. Ce qui fait qu'une réponse commencée dans la muqueuse n'aura pas forcément une diffusion jusqu'au territoire systémique, et réciproquement. Il existe un cas particulier qui sont les organes séquestrés, c'est-à-dire des comportements où le passage des lymphocytes et des immunoglobulines ne se fait pas en situation normale du fait de barrières endothéliales étanches. C'est le cas des gonades, du cerveau, des yeux et des autres éléments du système nerveux central. Et on s'aperçoit que la réponse immune est fortement influencée par ces compartiments. Par exemple, la réponse muqueuse est très généralement de type Th2. Alors nous n'allons pas détailler cette diapositive, elle reprend juste des éléments sur la circulation cellulaire et le homing, donc la compartimentation, qui ont été décrits précédemment et qui vous seront développés en histologie. Alors la réponse immune présente des mécanismes d'extension et donc de restriction. L'extension, c'est principalement dû au fait que les lymphocytes vont patrouiller en permanence l'ensemble du territoire, systémique ou muqueux, grâce à la circulation rapide des cellules dans le sang et dans la lymphe. Donc l'extension se fait aussi au niveau des muqueuses, par exemple, entre la réponse intestinale et la réponse génitale ou pulmonaire, on a souvent des échanges, mais c'est un aspect qui est moins connu. Et pourtant, il y a des enjeux médicaux majeurs. Par exemple, de choisir la bonne voie d'administration d'un vaccin pour orienter plutôt vers une protection des muqueuses ou plutôt vers une bonne protection systémique, ou idéalement les deux. Et nous avons déjà abordé sur la diapositive précédente le cas particulier des organes séquestrés. La réponse immune y est normalement faible et dépendante seulement des acteurs locaux. Cependant, le principal risque, c'est qu'il y ait une complication auto-immune si des lymphocytes autoréactifs y pénètrent en cas de rupture de la barrière normale, par exemple à l'occasion d'une plaie ou d'une inflammation. Vous reverrez ça bien sûr en clinique. Alors, cette diapo vous présente un autre phénomène qui est l'exclusion immune et qui est particulièrement typique de l'intestin du fait du travail particulier des plaques de Peyer. C'est un mécanisme de régulation assez simple en fait dans la notion qui évite une réponse excessive vis-à-vis des antigènes qui sont banaux et fréquemment rencontrés, par exemple les antigènes du microbiote et des aliments usuels. Je vais tout mettre sur la diapositive. Donc les cellules M qui sont sur la muqueuse à l'aplomb des plaques de Peyer ont un rôle important en modulant le transport et la présentation des antigènes selon qu'il y a déjà une réponse anticorps vis-à-vis de cet antigène ou pas. Donc bien sûr, les antigènes fréquemment rencontrés ont déjà donné lieu à une réponse. Donc, en l'absence d'anticorps et en présence de signaux de danger, les antigènes sont présentés selon le système classique, comme on l'a vu, qui oriente sur la voie, là dans ce cas, TH1 en général. En présence d'anticorps IgA sécrétoires complexés à l'antigène et en l'absence de signaux de danger, les antigènes sont présentés selon un système inhibiteur
Et enfin, troisième cas, en présence d'anticorps et en présence de signaux de danger, eh bien, ce sera selon la voie TH2. J'ai beaucoup simplifié à dessein pour vous montrer le principe général. Enfin, si les agents infectieux sont agressifs et traversent la muqueuse digestive, on aura alors là une réponse qui ne sera pas que locale, mais aussi systémique, puisqu'il y aura des transports par les cellules dendritiques jusqu'aux nœuds lymphatiques médiastinaux. Donc vous comprenez, au vu de tous ces éléments qualitatifs, spatiaux, temporels, que la régulation de l'immunité est un sujet complexe et que du coup on a mis en place un certain nombre de théories pour englober tout ça. Donc les deux qui prévalent actuellement sont d'une part la théorie du danger et d'autre part la théorie des vieux amis. Alors la théorie du danger fait suite aux travaux novateurs d'une chercheuse au tempérament assez original qui s'appelle Polly Matzinger. Longtemps toute seule sur le sujet, elle a maintenant été rattrapée avec la bonne compréhension du fait que les signaux de danger sont indispensables à l'immunité innée, mais qu'ils sont aussi indispensables au déclenchement complémentaire de la réponse spécifique, parce que l'antigène tout seul ne donnera pas le même type de réponse. Et on a vu déjà que ces signaux de danger sont principalement les PAMP et les DAMP. Donc c'est grâce à ce principe que nous détaillerons dans le cours suivant que l'organisme est capable de répondre ou au contraire d'inhiber la réponse lymphocytaire en fonction du contexte de présentation de l'antigène. Et donc bien sûr la tolérance. Alors la théorie des vieux amis explique, elle, comment le type de réponse immune va dépendre du niveau général de stimulation de l'immunité avec l'homéostasie. Et elle fait suite à une réponse plus ancienne, une théorie plus ancienne dite de l'hygiène, qui montrait que le risque d'allergie, donc de réponse TH2 excessive, était beaucoup plus important chez les individus qui avaient le moins d'exposition aux parasites et aux microbes. Et donc cette théorie des vieux amis repose sur le rôle considérable d'une flore commensale de bonne qualité. C'est elles qui sont à l'origine de la première stimulation et de la première régulation par l'exposition à des antigènes très nombreux et dans des contextes d'interaction cellulaire de bonne qualité. Et on s'aperçoit que dans de nombreuses dysbioses, par exemple l'excès d'entérobactéries ou l'absence de bactéries filamenteuses segmentées, eh bien, on peut avoir plus de troubles inflammatoires, des risques d'immunodépression et de troubles de l'immunité. Alors ces éléments peuvent vous paraître assez théoriques et les travaux de recherche sont difficiles à mener. Et heureusement, ils ont bénéficié des grands progrès d'analyse du microbiote. Mais cependant, ils ont des applications très concrètes en médecine humaine comme en médecine vétérinaire. Par exemple, des conseils en nutrition et en hygiène pour garder un système immunitaire bien équilibré. Et pour finir ce cours, ouvrons le débat aux éléments régulateurs externes, puisque l'immunité fonctionne forcément en cohésion avec le métabolisme général et adaptatif. Donc, de nombreuses études ont montré que les cellules immunocompétentes interagissent avec le système neuro-endocrine. Nous avons vu dès le premier cours que les cytokines tissulaires peuvent entraîner de la fièvre et des troubles métaboliques en agissant au niveau cérébral. Réciproquement, les hormones stéroïdes interviennent à plusieurs niveaux dans la régulation de l'immunité et les cellules immunocompétentes possèdent des récepteurs pour les hormones stéroïdes, sexuelles et glucocorticoïdes, et pour des neuromédiateurs. Alors c'est ce qui explique la modulation de l'immunité en fonction du niveau métabolique zirconien, en fonction des cycles sexuels et en fonction du stress. Et il existe donc des interactions fortes entre le psychisme et l'immunité. Alors attention toutefois au cercle vicieux. Par exemple, un trouble de santé qui va entraîner une altération métabolique, qui va donc entraîner une baisse de l'immunité
et ce qui risque d'aggraver un trouble de santé. Fin de ce cours.